moi c'est Estelle Card. Je vais juste simplement dire que donc on a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Nadège Dejbello et Maud Idiot, qui sont tous les deux en fait chercheurs associés à l'INRA, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc c'est un institut qui est en France. Et en fait, ils vont tous les deux donc nous parler de leurs travaux de thèse. Euh, Vous avez vu le titre, hein, on va parler de l'exposition différenciée à différents polluants, rapport de pouvoir en la matière, etc. Donc voilà, je les laisse poursuivre, enfin prolonger cette présentation s'ils le souhaitent, et puis commencer leur présentation. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci Estelle et merci au Crémis de nous avoir conviés à cet échange. C'est un plaisir pour mon collègue et moi d'être là. Et puis moi je suis chercheuse postdoctorante au LISIS, qui est un laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation et société à Paris. Mais je suis aussi chercheuse associée à l'INRAE. ETIS, donc ce laboratoire qui est situé à Bordeaux, donc dans le sud de la France, dans le sud-ouest. Et Maudie et moi avons réalisé nos thèses de doctorat dans ce laboratoire ETIS ensemble. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de croiser les résultats de nos recherches respectives, menées euh, sous la co-direction de Valérie Deldrève, qui est une directrice de recherche à l'INRAE, et d'une autre chercheuse qui s'appelle Jacqueline Cando. Alors, à première vue, effectivement, on pourrait se dire, pardon, avant de commencer, j'aimerais dire, pour nous excuser d'avance, mon collègue et moi, que l'exercice de faire une présentation devant des acteurs issus de mondes très divers et variés comme vous demande une certaine adaptation qu'on a essayé de faire, mais on n'a pas la prétention d'être des experts et expertes dans le domaine. Donc, excusez-nous d'avance si jamais on utilise des termes trop techniques ou qu'on utilise des mots qu'on considère, nous, comme a priori compréhensibles pour tous et toutes. N'hésitez pas à nous dire, à laisser un message dans le chat sur ces notions-là et qu'on pourrait revenir là-dessus dans la discussion. N'hésitez pas à nous le dire aussi au moment de la discussion. D'un autre côté, bon, comme on s'adresse à un public montréalais et qu'on a nos handicaps de français, on s'excuse d'avance si on utilise des mots qui tombent pas sous le sens ou qui pour vous ont d'autres sens. Parce que tout à l'heure, en vous écoutant les unes et les autres, j'entends des mots qui n'ont pas le même sens. Euh, En France, notamment, où du coup, je devine ce que ça veut dire, mais parfois je peux mal deviner aussi. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à nous dire vous avez employé ce mot-là. Est-ce que c'est vraiment dans ce que vous voulez dire et on en discutera avec plaisir. Merci beaucoup d'avance pour votre patience. Alors, à première vue, effectivement, on pourrait se dire que les activités de production de vin, de carottes, de l'alumine semblent appartenir à des mondes très différents, très éloignés. La vitiviniculture, en agriculture notamment, et la production de légumes de plein champ en agriculture là aussi, et l'extraction de la bauxite et la production d'alumine qui qui relève d'un travail plutôt dans le monde de l'industrie. Et pourtant, ces deux mondes, ces deux activités partagent un point commun, c'est qu'elles s'appuient beaucoup sur le travail de femmes et des hommes qui, pour produire ces biens, sont exposés à des risques et nuisances environnementales. Et nous faisons l'hypothèse que ces risques sont inégalement distribués. Et ces expositions, qu'il s'agisse notamment des pesticides manipulés par les travailleurs ou auxquels ils et elles sont exposés lors de la réalisation de tâches manuelles sur des parcelles qui ont été préalablement traitées, ce qu'on appelle les travaux de réentrée, ou encore des poussières et résidus de bauxite inhalés par les ouvriers de l'alumine, par exemple, ne relèvent pas du hasard technique et c'est ce qu'on essaye de défendre dans notre présentation pour montrer que ces expositions-là ne sont pas le fruit du hasard.
Elles sont le produit pour nous de rapports sociaux qui déterminent non seulement qui est exposé, mais aussi l'exposition de qui peut ou non être rendu visible, légitime dans l'espace public. C'est cette partie, et c'est à cette partie pardon, c'est notamment en partant de cette hypothèse commune, donc à nos deux travaux, que nous avons choisi de mettre en dialogue nos recherches, donc situées sur ces deux terrains que je vous présenterai tout à l'heure. Et, et donc, la comparaison va porter sur la problématique commune qu'on peut formuler en ces termes, si je le dis simplement, en quoi les expositions professionnelles observées dans nos deux milieux étudiés peuvent être qualifiées en fait d'inégalitaires. Qu'est-ce qui fait une inégalité en termes d'exposition et de reconnaissance de l'exposition? Et pourquoi nous parlons ici d'inégalité d'exposition? Il s'agit en fait d'analyser les mécanismes et processus sociaux qui organisent à la fois la distribution de ces expositions et leur mise en visibilité ou au contraire de leur invisibilisation selon les catégories de travailleurs concernés par nos études. Et cette comparaison entre agriculture et industrie permet de faire ressortir des mécanismes communs d'inégalité d'exposition et d'invisibilisation, tout en rendant compte en fait de la spécificité des contextes. Donc, on ne nie pas qu'il y a des contextes spécifiques en agriculture ou en industrie. Le but, c'est de tenir compte de ces spécificités, mais aussi essayer de les dépasser et de dire, OK, finalement, dans le monde du travail, qu'est-ce qui fait une égalité d'exposition qu'on peut retrouver un peu dans ces deux mondes-là et même au-delà. Donc, notre analyse de la distribution inégale des expositions s'appuie sur deux enquêtes distinctes, comme je le disais tantôt, euh, qui partagent un même cadre visant à dépasser l'approche strictement réglementaire du risque pour rendre visibles en fait des expositions plutôt banalisées d'ordinaire ou des expositions souvent ignorées qui affectent en premier lieu les travailleurs les plus précarisés. Et en agriculture, la démarche a été, donc le travail en agriculture a été réalisé par moi, pour situer, et le travail en industrie a été réalisé par mon collègue Modi Diaw. Puis nous avons ensuite analysé, traité et analysé nos données ensemble pour les croiser et voir ce qui en ressort. Et en agriculture, la démarche a été d'articuler méthode statistique et aussi enquête qualitative. L'analyse statistique est partie a pris pour base de données les données d'une cohorte nationale en France qui s'appelle Agriculture et Cancer. Et, et ces données ont permis notamment de décrire pour moi la division sexuée et sociale plus généralement des tâches viticoles en viticulture, qui fait quelle tâche. C'était l'objet de l'utilisation de ces données. Et cette enquête, cette cohorte-là épidémiologique a été réalisée dans 11 départements français. Donc, ça ne couvre pas toute la France. Et le but était d'identifier les catégories de travailleurs exposés directement, c'est-à-dire en manipulant les produits, ou indirectement, c'est-à-dire en venant travailler dans des parcelles où ces produits ont été déjà épandus par d'autres. Et en partant aussi de l'hypothèse que que l'espace productif, donc se limiter au contexte de travail, ne suffit pas à saisir toutes les situations d'exposition, y compris à des nuisances professionnelles. J'ai aussi réalisé une enquête ethnographique dans deux bassins viticoles, notamment euh, dans deux bassins qui ont des réputations très contrastées. Donc, il y a un grand territoire viticole et les deux se situent dans les territoires qu'on appelle les territoires des vins de Bordeaux, qui est au sud-ouest de la France. Et donc, dans ces deux territoires, j'ai choisi deux sous-territoires, pour dire ça ainsi, spécifiques, dont l'un est très réputé et l'autre est très faiblement réputé, c'est-à-dire une appellation de renommée modeste. Et à cela s'ajoute une enquête en culture de carottes de plein champ, et je parle là de grandes firmes agricoles qui produisent d'énormes quantités de carottes. Là,
recherche qualitative pour faire court à combiner une observation des situations de vie, mais aussi des situations de travail, donc les tâches réalisées, l'hygiène au travail, les espaces de repos, et aussi des entretiens avec une pluralité d'acteurs, des salariés permanents, saisonniers, migrants et nationaux aussi, des chefs d'exploitation, ainsi que des acteurs institutionnels, associatifs, des militants, des lanceurs, lanceuses d'alerte autour des pesticides. Dans l'industrie de la bauxite, mon collègue Modi Diao a réalisé une démarche essentiellement qualitative qui repose sur une triangulation des données. D'une part, on a des données d'entretien avec des ouvriers titulaires, mais aussi des travailleurs intérimaires et sous-traitants, ceux qu'on appelle des journaliers aussi, sur le territoire de Gardanne, qui est un territoire dans le sud-est de la France, près de Marseille, pour ceux et celles qui connaissent, et aussi en Guinée, euh, donc en Afrique. Il a aussi réalisé des observations en situation de travail dans les ateliers. Il a notamment observé des activités de chargement, de déchargement de la bauxite, des ateliers de broyage où on broie en fait les énormes pierres de bauxite, et aussi des ateliers des situations de travail de mise en sac de l'alumine, la gestion des boues rouges, notamment à Gardanne, où une fois que le processus de production a été fait, ben, la boue rouge, une fois qu'on a extrait l'alumine, la boue rouge issue du traitement est déversée en fait parfois en Méditerranée et parfois autour des habitations, ce qui génère des situations d'exposition des riverains. Et du coup, il a aussi observé cette gestion des boues rouges dans ce contexte, dans cette ville de Gardanne, dans le sud de la France. Il a aussi observé des activités de dynamitage, notamment d'explosion des mines de bauxite, le nettoyage, la manutention, les convoyeurs en Guinée notamment qui transportent donc le matériau. Et il a fait un travail important d'archives industrielles et syndicales en faisant l'hypothèse que leur analyse va éclairer en fait les processus socio-historiques autour de la reconnaissance des risques et des revendications surtout historiquement portées par des syndicats notamment sur ces questions-là. Il faut toutefois souligner, c'est utile méthodologiquement, mais aussi pour illustrer, pour savoir situer nos données, que l'accès à certaines archives lui ont aussi, aussi refusé, lui ont été, pardon, refusées, euh, par notamment des archives sur les revendications syndicales et les grèves qui lui ont été refusées. En résumé, donc, du côté de l'agriculture, j'ai réalisé 85 entretiens qualitatifs euh, complétés par des observations en situation de travail et croisés avec des données statistiques portant sur plus de 15 000 travailleurs agricoles et travailleuses agricoles, spécifiquement en viticulture, dans 11 départements français. Du côté de l'industrie de la bauxite, 85 entretiens également et de nombreux échanges informels aussi avec des ouvriers en Guinée et à Gardanne, auxquels s'ajoutent des observations en atelier et l'exploitation d'archives industrielles et syndicales. Ce corpus diversifié nous a permis en fait a permis notamment pour le travail qualitatif, d'articuler récits des travailleurs, les observations directes réalisées et les données documentaires en fait pour analyser à la fois les inégalités d'exposition, mais aussi les mécanismes qui produisent leur invisibilisation dans l'espace public et aux yeux des travailleurs concernés. Notre communication va en fait du coup se déployer en deux temps. Dans un premier temps, nous montrerons que l'exposition au travail est un produit de rapports sociaux, de classe sociale, de race, mais aussi de genre, et non uniquement une conséquence purement technique de l'organisation de travail. Dans une seconde partie, nous allons analyser les mécanismes par lesquels certaines formes d'exposition demeurent plus invisibles que d'autres
et par lesquels les travailleurs concernés sont ainsi mis dans l'incapacité à être vus, pensés comme des travailleurs exposés et aussi à obtenir un jour une reconnaissance potentielle en maladie professionnelle, par exemple. Je vais laisser la parole à mon collègue Modi Diaw, euh, vous dérouler la première partie de la présentation et peut-être se représenter, préciser aussi son affiliation s'il le souhaite. Donc, il vous présentera la première partie, je présenterai la deuxième partie et il reviendra sur la conclusion. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup encore, Estelle et les grémistes pour l'invitation. Je pense que on a déjà quand même pris pas mal de minutes pour l'introduction. Donc, juste pour dire que euh, ma thèse a porté sur de la Guinée en France sur toute la chaîne de production de la bauxite et de l'alumine. Parce que comme vous le savez, la bauxite de la Guinée est exploitée bien avant son indépendance. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perpétue et voilà, inséré dans des rapports géopolitiques de domination, mais aussi on peut parler de rapports coloniaux, donc qui se retrouvent aussi dans le travail, d'autant plus que la Guinée cherche depuis son indépendance à accéder à une maîtrise complète de la filière de la bauxite jusqu'à sa transformation en alumine sans pouvoir y accéder en raison notamment de lobbies industriels et le capitalisme financier. Donc voilà, mais on pourra y revenir sur les discussions et comment ça impacte aussi la distribution inégale du travail sur cette scène. Nabil l'a dit tout à l'heure, moi j'ai fait un postdoc à Sciences Po Bordeaux où j'ai travaillé un tout petit peu après ma thèse sur l'industrie de la cimenterie au Sénégal. Et depuis début mars, là je suis à l'Université Paris-Dauphine où je travaille aussi toujours sur la question des pollutions industrielles, mais sur des terrains en France, notamment dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie et dans l'Aude vers Carcassonne où il y a plusieurs dizaines d'années, une usine de conditionnement du chlordécone qui allait aux Antilles. Donc voilà, on est toujours sur ces questions d'exposition, de pollution environnementale, mais sur des terrains un peu différents. Pour revenir un tout petit peu sur la présentation d'aujourd'hui, moi je vais vous parler dans un premier temps des expositions et des inégalités comme une fabrique sociale en fait, parce que ces expositions touchent des catégories de travailleurs, d'ouvriers qui ne sont pas exposés de la même manière, mais aussi une exposition qui est associée à des logiques d'assignation. C'est-à-dire, il y a des catégories d'ouvriers, de travailleurs qui sont assignés à certaines formes d'exposition, de nuisance, de risque. Et donc, Nadège reviendra dans sa partie sur les mécanismes de cette assignation. Mais voilà, pour le dire rapidement, cette exposition qu'on a observée sur nos deux terrains n'est pas forcément homogène, comme je le disais, parce que ça touche des travailleurs de manière différente. Donc, ce qu'on observe, c'est que finalement, cette exposition inégale relève d'une forme de sélection, une sélection qui distribue à la fois les positions sociales, les nuisances, les risques, et qui sont toujours imbriqués dans des rapports de genre, mais aussi liés à des statuts professionnels, mais également à l'origine de de certaines catégories de travailleurs. Sur mon terrain, ça a été plutôt des ouvriers racisés, majoritairement d'origine Afrique, c'est-à-dire on retrouve des Guinéens, des Sénégalais, des Maghrébins. Avant que ce soit ces ouvriers-là, il faut le dire, sur le terrain garenais, ça a été largement des ouvriers d'origine polonais, italiens, bien avant la guerre. Et sur le terrain de Nadège aussi, c'est des ouvriers qui sont majoritairement d'origine euh, polonaise ou asiatique, disons, ou peut-être avec, voilà, parfois un peu plus diversifié aussi. Nadège pourra y revenir aussi sur cette diversité de cette main-d'œuvre, de leur origine, de leur mode de vie aussi en France. Et ce qu'on observe sur nos terrains, c'est que ces risques qui sont souvent, qu'on observe souvent et qui relèvent de mécanismes communs, c'est-à-dire sur le terrain de l'agriculture sur lequel a travaillé Nadège, sur le terrain de la bauxite sur lequel j'ai travaillé,
Il y a des risques qui sont reconnus et intégrés dans les dispositifs de protection, tandis que d'autres risques, en fait, euh, qui sont socialement, en tout cas, visibles, mais niés. Niés par soit l'industriel, soit par les employeurs, et soit même par certaines catégories de travailleurs ou d'ouvriers. Par exemple, des agents de maîtrise, des ingénieurs qui vont essayer d'avoir une attitude de déni ou de minimisation de certains risques. Et cette hiérarchisation ne relève pas seulement d'un défaut de connaissance scientifique, parce qu'on ne va pas dire que ces risques ne sont pas connus par ces gens-là, mais d'une logique d'assignation. C'est-à-dire, ça touche une certaine catégorie d'ouvriers, on n'en parle pas, euh, ça ne fait pas l'objet de débats publics, disons. Et ce sont toujours les mêmes catégories d'ouvriers qu'on va voir, qu'on soit sur le terrain agricole, qu'on soit sur le terrain du travail industriel, c'est toujours des travailleurs d'origine immigrée. Par exemple, dans le secteur agricole, sur la question des pesticides, et ça, Nadège le montre dans sa thèse, et d'autres travaux l'ont montré aussi, il distingue en fait deux formes d'exposition, les expositions directes et aiguës qui ont lieu souvent lors de la manipulation des produits ou durant des tâches de préparation de la bouillie, c'est-à-dire quand on prépare le mélange pour l'épandre après, et durant même la période de l'épandage ou du nettoyage du matériel après que cet épandage est fait. Et les expositions directes, indirectes qui ont lieu souvent lors des situations de réentrée. Réentrée, Nadège pourra y revenir aussi pour vous expliquer plus en détail. Moi, je comprends, mais c'est une fois, elle l'a dit tout à l'heure, une fois que des parcelles sont traitées, il y a certaines catégories d'ouvriers qui reviennent pour travailler sur ces terrains-là où l'épandage a été fait. Et donc, surveiller ces expositions qui vont survenir sur ces parcelles, soit préalablement traitées, et qui touchent souvent des ouvriers qui n'ont pas le même statut de travail, qui n'ont pas les mêmes conditions de vie. Donc, il y a une imbrication à la fois de ce côté mode de vie, de ce côté statut de travail, qui touche qui va venir jouer sur les formes d'exposition qu'on va voir et les catégories qui seront concernées. Et ce que montre Nadège dans sa thèse, c'est que historiquement, seules les expositions directes ont été reconnues comme de véritables situations à risque, c'est-à-dire les expositions directes qu'on a soulignées tout à l'heure, donnant lieu à des dispositifs réglementaires de protection et à des tableaux de maladies professionnelles. Quand on dit déjà tableau de maladies professionnelles, c'est les maladies qui sont reconnues. Bien que l'étendue et l'effectivité de ces mesures soient aussi très limitées, il faut le dire. Et les expositions indirectes, qui sont généralement perçues comme négligeables, n'ont pas été intégrées dans les dispositifs de reconnaissance du risque et de ses effets délétères. Alors que ça touche généralement une large majorité de travailleurs qui n'arrivent pas forcément à faire reconnaître ces expositions. Et ce que montre aussi Nadège dans sa thèse, c'est que les recherches depuis 2006 ont montré que les travailleurs en réentrée, c'est-à-dire après l'épandage, sont bel et bien exposés à des doses significatives de pesticides, parfois qui sont des doses qui sont équivalentes à celles des applicateurs, voire parfois beaucoup plus. Euh, L'invisibilisation institutionnelle de ces expositions a des conséquences directes à la fois sur la structuration de ces inégalités, mais aussi sur qui est touché par ces inégalités-là. Et ce sont précisément les populations les plus fragilisées qui se trouvent affectées. Quand on dit les populations les plus fragilisées, c'est les travailleurs saisonniers, c'est les migrants, qui est à la fois fragiles du point de vue du statut du travail, de leur mode de vie, mais même au-delà par rapport aussi à leur statut administratif sur le territoire, parce que souvent ils ont des difficultés aussi, voilà, pour faire
valider leur séjour, soit de façon régulière sur le territoire ou autre. Donc ça, on pourra y revenir. Et donc l'analyse statistique des tâches réalisées par les travailleurs viticoles de la côte agricole que Nadège a mentionné tout à l'heure, c'est la base de données sur laquelle elle a largement travaillé pour sa thèse. Euh, Articulée à des données qualitatives aussi, montre que ces tâches de réentrée sont assignées à des saisonniers, des femmes, des retraités, ouvriers sans diplôme, considérés souvent comme moins qualifiés dans l'exercice peut-être de certaines tâches sur, sur ces, euh, dans ces secteurs-là, c'est-à-dire dans le travail agricole. Et à l'inverse, on a les tâches de manipulation des pesticides euh, qui sont souvent considérées comme nécessitant beaucoup plus de compétences techniques, qui sont très valorisées aussi, il faut le dire, euh, mieux rémunérées encore, et qui sont réalisées par des hommes, souvent salariés en CDI, des chefs d'exploitation, et en général, des travailleurs très diplômés, ou plutôt, en tout cas, plus diplômés que les saisonniers. Donc, on voit très bien à la fois division sociale du travail, sur ses conséquences, à la fois sur les compétences, les statuts, les origines des travailleurs et les tâches qui sont assignées à chaque catégorie de travailleurs. Dans l'industrie de la bauxite et de l'alumine que j'ai étudié, on observe un processus assez analogue, c'est-à-dire à certaines expositions spectaculaires ou historiques, qui sont historiquement documentées. Je peux citer le cas de l'amiante, qui a été reconnu très tardivement comme cancérigène, alors que depuis le début, les ouvriers en parlaient des fibres d'amiante, de leurs conséquences sur la respiration, les poumons. La soude caustique qui est utilisée dans la transformation de la bauxite en hydrate d'alumine euh, ont été reconnus euh, et partiellement régulés. Par exemple, la question de l'amiante dans l'industrie, la question de la soude. Aujourd'hui, c'est reconnu, même à l'usine de Gardanne, et c'est partiellement régulé en termes pour la question des reconnaissances des maladies associées. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait l'objet de mobilisations syndicales, d'abord. Pour le cas de l'amiante, tout le monde le connaît. Et pour le cas de la soude, ça a été très tôt une question sur laquelle les syndicats CGT, CFDT se sont mobilisés au sein de l'usine de Gardanne pour dénoncer toutes les formes de nuisances et de risques associés. Et ça donnait lieu aussi à des dangers qui sont allés jusqu'à l'espace public et qui ont été débattus largement. Par contre, le cas des poussières rouges qui sont associées à l'extraction de la bauxite qui se passe aujourd'hui majoritairement en Guinée, parce qu'après, voilà, dans le secteur que j'ai étudié moi, la bauxite vient principalement de Guinée. Donc l'extraction se passe là-bas. Donc les poussières, on peut imaginer qu'elles sont beaucoup plus importantes là-bas. Ces poussières de bauxite n'ont pas aujourd'hui fait l'objet d'études par rapport à toutes les maladies qui sont associées par les ouvriers les plus exposés à ces poussières-là. Et ces poussières, à la fois, sont présentes en Guinée, mais elles sont présentes aussi à Gardanne. Et euh, durant les observations, les enquêtes, les terrains, ce qui apparaissait le plus, c'est que ces poussières s'infiltrent dans les ateliers, recouvrent le sol, recouvrent les machines. Et ça, en situation d'observation, on l'appréhende très bien, hein. Colle aux vêtements et pénètre les poumons. Par exemple, un ouvrier me disait, la poussière, ça colmate au cœur et vous tue à petit feu. Donc, vous imaginez l'idée de ces conséquences associées. Et ces ouvriers qui décrivent ces symptômes-là, ces conséquences persistantes, des irritations cutanées, des essoufflements, euh, tous ces symptômes n'ont pas aujourd'hui été reconnus comme étant, comme pouvant donner, en tout cas, des maladies liées au travail, ni même pour faire l'objet d'indemnisation plus tard.
il faut le rappeler encore, les deux contextes sont complètement différents parce que je suis toute la chaîne de bauxite, mais par exemple, en Guinée, il n'y a pas de liste de maladies professionnelles. Donc ça aussi, ça empêche les ouvriers de pouvoir poursuivre leurs employeurs en justice ou de pouvoir associer tel ou tel type de maladie aux poussières auxquelles ils sont exposés. Or, ce sont toujours les mêmes catégories qu'on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au cas de l'agriculture. En Guinée, quand on regarde les tâches les plus exposantes, elles sont réalisées par des ouvriers recrutés localement et parfois au sein des communautés villageoises, c'est-à-dire euh, les villages qui sont sur la trajectoire de la bauxite. Et souvent, ça peut venir du fait que pour acheter la paix sociale, il y a ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent les, les comptes pour les communautés locales. Les comptes pour les communautés locales, c'est un certain nombre de quotas d'emploi qui sont donnés aux communautés locales et par la suite redistribués à des ouvriers issus de ces communautés-là. Et donc, finalement, c'est des tâches les plus ingrates, les plus pénibles et qui les exposent davantage. Quand on regarde un peu au niveau de la hiérarchie, les tâches les moins exposantes, c'est là où on retrouve les travailleurs les plus qualifiés, des ingénieurs, des mécaniciens avec une qualification plus élevée, et donc qui sont moins exposés. Et une bonne partie du travail, que ce soit dans les mines en Guinée, sur toute la trajectoire, depuis les mines, le transport, la transformation mécanique. Quand je dis transformation mécanique, c'est pas la transformation finale, mais c'est plus le concassage du minerai pour réduire sa granulométrie et par la suite pouvoir charger la bauxite dans les navires et en fonction aussi des demandes des usines qui vont produire l'alumine parce que chaque usine fonctionne différemment, même si elles utilisent tout le procédé Bayer, selon que l'usine est située en ville ou en périphérie, ils demandent une bauxite broyée à tel pourcentage avec un taux d'alumine, de silice et autres. Et donc finalement, ce qu'on observe, c'est que sur toute cette trajectoire jusqu'en France, euh, les ouvriers qui sont situés majoritairement sur ces tâches les plus exposantes, en Guinée, comme je le disais, c'est les ouvriers locaux, c'est les travailleurs locaux, mais en France, c'est des immigrés. Et de par mes observations, les visites de l'usine que j'ai pu faire, je les ai rencontrés, des Sénégalais. Je suis d'origine sénégalaise, donc c'était trop facile. Des Guinéens, des Maghrébins. Et finalement, leurs conditions de travail ne relève pas forcément du fait qu'il manque de qualification, c'est une assignation à ces tâches parce que c'est des tâches ingrates, pénibles, que même des ouvriers français ne veulent pas faire. Et donc, on voit à peu près la surexposition de ces travailleurs-là qui à la fois subissent les poussières de l'usine, dans leur environnement de travail, mais aussi dans leur environnement de vie. Parce que la plupart des ouvriers en Guinée habitent non loin aussi des mines, des voies de transport ou de l'usine de concassage. Et à Gardanne, une bonne partie des ouvriers habitaient aussi dans la petite commune de Gardanne. Et donc là où se pose le réel problème de la pollution environnementale. Quand ils vont faire, parce que même la bauxite, quand elle arrive à l'usine de Gardanne, elle est concassée à nouveau encore. Et donc ça génère des poussières, sans compter la poussière d'alumine aussi, qui apporte aussi une exposition en dehors du travail. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur certaines parties, mais on pourra y revenir. Et donc, ce qu'on a pu constater sur nos deux terrains, c'est que l'exposition de ces travailleurs ne se limite pas seulement à une exposition professionnelle. Dans le cas du Médoc que Nadé soulignait tout à l'heure par rapport à ces deux terrains, de nombreux saisonniers viticoles migrants vivent dans des campements de fortune installés près des quais, parfois, euh, mais surtout près de la déchetterie de Saint-Laurent-Médoc, en périphérie des villages environnants, sans accès à l'eau potable, à l'électricité, au sanitaire ou à des équipements d'hygiène, au chauffage. Et il leur est difficile parfois de se laver quand ils rentrent du travail, alors que vous le savez très bien, quand on travaille sur des parcelles
où on a fait de l'épandage quand on rentre, on a les pesticides un peu partout, sur la peau, sur les mains, sur la tenue de travail. Et donc, quand on n'arrive pas à se laver le soir, vous imaginez ce que ça peut faire, ces pesticides qui restent encore très très longtemps sur le corps de ces travailleurs. Donc, les pesticides imprègnent donc leurs habits, les cheveux, la peau sous forte chaleur parfois. Ils travaillent en vêtements à manches courtes parce que ça soit dans le milieu agricole comme en industrie, souvent les ouvriers ils travaillent sous des températures qui peuvent aller au-delà des 30 degrés. Au niveau de l'industrie de la bauxite, moi j'ai rencontré des ouvriers qui travaillaient parfois en 45 degrés, surtout en été. Donc vous imaginez ce que ça fait. Et donc l'idée, c'est ce qu'on leur demandait, c'est que deux ou trois ouvriers vont travailler pendant 45 minutes, pendant 15 minutes, ils vont sortir et un autre binôme va rentrer. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester plus de 10 minutes, 15 minutes à l'intérieur. Et surtout qu'il y a des ouvriers qui travaillent dans les cuves. Les cuves, c'est là où on mélange la bauxite avec la soude caustique à des températures que vous n'imaginez pas. Et donc, quand le mélange est sorti, il faut aller nettoyer les bords, enlever la boue au fond des cuves. Et donc, ça, c'est des ouvriers d'origine immigrée qui le font. Et donc, ils ne peuvent pas rester sous cette chaleur-là. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet, c'est que l'exposition elle est cumulative au travail, dans l'environnement de vie. Et ce qui explique encore que la séparation entre environnement de travail et environnement de vie n'est justement pertinente dans nos terrains, en fait, parce que ces formes d'exposition au travail dans leur lieu de vie s'imbriquent et renforcent davantage la vulnérabilité de ces catégories d'ouvriers. En Guinée, le processus est observé parce que beaucoup d'ouvriers qui sont les plus exposés habitent aussi des logements des logements insalubres en fait. La plupart du temps, par exemple, à Kamsar, qu'un des participants au séminaire connaît très bien, il y a la cité ouvrière en fait. D'un côté, on a l'ancienne cité ouvrière qui est aujourd'hui occupée davantage par des ouvriers qui sont situés au plus bas échelle de la hiérarchie dans l'entreprise. Et de l'autre côté, on a la cité minière qui, quand vous rentrez dedans, c'est une belle cité, c'est de grandes maisons sécurisées avec des boulevards que vous n'imaginez pas et ces maisons sont habitées par les travailleurs qui se situent au plus haut niveau de l'échelle au sein de l'entreprise, c'est-à-dire des ingénieurs, des chefs de poste, des chefs d'équipe. Et dans ces maisons, moi j'ai eu à dormir là-bas plusieurs fois lors de mes terrains. C'est des maisons climatisées, toutes les pièces, cuisines bien aménagées. Alors que quand vous rentrez dans les autres habitations des ouvriers les plus précaires, les moins bien payés, qui sont les plus exposés aussi au sein de l'usine, c'est un peu des maisons de fortune où c'est deux pièces avec parfois des familles allant jusqu'à 4 5 6 personnes et souvent le manque criard d'eau aussi dans cette cité parce que c'est l'ancienne cité qui n'a pas toujours été rénovée et donc les conditions d'habitation cumulées aux conditions d'exposition au travail renforcent la vulnérabilité de cette catégorie de travailleurs. À Gardanne, pareil, les ouvriers d'origine immigrée et racisés que j'ai pu rencontrer sur le parking de l'usine, que j'ai essayé de suivre aussi dans le lieu d'habitation, en nouant la confiance. Souvent, c'est soit des ouvriers qui, pour ceux qui ont réussi à accéder à des logements sociaux et qui trouvent un appartement un tout petit peu dans les normes, les autres, souvent, c'est des maisons très délabrées parce que voilà, c'est des salaires très bas qui permettent pas de payer un logement très correct. Donc voilà, il y a toute cette cumulativité à la fois de l'exposition au travail, des conditions de vie, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, notamment sur le terrain guinéen. Et je ne vais pas revenir largement sur la racialisation de ces ouvriers, je l'ai largement évoqué. Je vais juste finir
voilà, essayer de laisser largement la parole à Nadège pour la deuxième partie. Mais voilà, ces résultats nous amènent aussi à poser la question suivante. Pourquoi certaines expositions sont connues dans nos deux terrains et d'autres ne le sont pas? Est-ce que ça relève uniquement du fait que c'est des expositions qui n'ont pas été étudiées par les scientifiques ou est-ce que ça relève de d'autres facteurs? Et par quel mécanisme les expositions de certaines catégories de travailleurs, d'ouvriers sont rendues visibles, acceptables, alors que celles d'autres catégories de travailleurs et de fractions d'ouvriers font l'objet de plus de mesures de prévention dans les deux terrains. Bien vrai que l'efficacité de ces mesures de prévention reste encore à prouver, que ce soit en milieu industriel ou en milieu agricole. Donc, Nadège, je te laisse la parole, d'autant plus que là, on a pris plus de la moitié du temps et il nous reste la deuxième partie et la conclusion. Merci, cher Modi. Je vais essayer de faire plus court en en essayant en tout cas de faire quelques synthèses de ce que j'avais prévu pour qu'on n'explose pas le temps et qu'on ait beaucoup de temps pour discuter aussi avec vous. Euh, du coup, on voit bien que dans l'industrie de la bauxite, l'inégalité d'exposition réside dans l'affectation volontaire des travailleurs les plus précarisés, intérimaires, guinéens ou plutôt racisés dans le contexte français, à des tâches reconnues comme les plus à risque. Ok. Et en viticulture et en production de légumes de planche, c'est une autre histoire encore, mais en général, en viticulture, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il n'y a pas une intentionnalité derrière l'affectation aux tâches. Au contraire, ce qui fait l'inégalité, c'est que ces populations les plus précarisées, notamment travailleurs, saisonniers et migrants, sont exposées lors de tâches manuelles et de conditions de vie et de travail que la réglementation considère comme non exposants. Donc, comme sans danger essentiel, alors même que les recherches scientifiques sur le sujet ont démontré que ces conditions de travail et de vie peuvent exposer à des doses équivalentes, voire davantage que les tâches de manipulation directe des produits qui, d'un point de vue réglementaire, sont considérées comme exposés. Donc, si l'on connaît aujourd'hui les effets délétères de certains types de pesticides sur la santé, comme le DDT par exemple, le chlordécone, ou ceux de certaines substances industrielles comme l'amiante ou la soude, euh, comme étant déjà bien exposantes et aussi on connaît certaines situations d'exposition comme étant clairement exposantes, notamment les situations de manipulation de pesticides. En général, certaines situations d'exposition restent encore sous-documentées, sous-reconnues, tout comme les conséquences sanitaires qui sont associées à ces situations-là. C'est vraiment le point important qu'on essaye de mettre en évidence, c'est de montrer que effectivement, il y a des choses qui sont connues dans les deux mondes, mais il y a aussi des situations moins bien connues. Et dans cette deuxième partie, l'enjeu, c'est rapidement de donner à voir les mécanismes qui, dans les deux mondes productifs étudiés, rendent invisible l'exposition des travailleurs, notamment les plus précarisés, tout en occasionnant une non-reconnaissance des conséquences sanitaires que cette exposition peut engendrer. Et il y a en général ce que les sciences humaines et sociales appellent la production d'ignorance, qui est un processus social parfois volontaire ou d'autres fois involontaire, donc un processus actif d'individus ou d'institutions qui, volontairement ou involontairement, de par leur routine, leurs travaux quotidiens, de par la manière dont ils définissent le problème lié à tel risque ou les solutions qu'on peut y apporter, finissent par produire ce qu'on appelle l'ignorance. Donc, qui peut prendre plusieurs formes de non-connaissance du risque, mais aussi de connaissance
orientées, ciblées sur le risque. Et donc, sur nos terrains, on a remarqué que ces mécanismes-là, déjà identifiés dans la littérature sur la production d'ignorance, existent aussi dans nos deux mondes. Et il y a plein d'études qui documentent ça, notamment pour les pesticides et aussi pour l'industrie en général, pas spécifiquement de la bauxite. Et on a vu que les industriels employeurs ou producteurs de pesticides, par exemple, ou les industriels employeurs pour l'industrie de la bauxite, par effet de sélection, rendent visibles certains risques et maintiennent d'autres méconnus. Et cela passe par le fait de mettre en évidence certaines maladies ou certains risques spécifiques dont les conséquences sont en fait devenues irréfutables et de les prendre en charge tout en détournant l'attention du risque pesticide ou du risque poussière de la bauxite, par exemple. Et dans l'industrie de la bauxite, le risque lié à l'amiante et à la soude est connu, dont la toxicité est déjà prouvée. Et si c'est connu, c'est parce que la toxicité a été longtemps prouvée et donc ne peut plus être déniée et pris en charge, du coup, pris en compte au détriment de celui de la poussière. Et les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, par exemple, sont celles prises en charge par les acteurs chargés de la protection de la santé des travailleurs agricoles, syndicats, employeurs, MSA, tout ça. Et tandis que le risque chimique lié à l'exposition aux pesticides est fortement invisibilisé. Donc, dans les deux contextes, on est face à une mise en visibilité de certains risques et à une mise en invisibilité d'autres risques, dont les conséquences sont parfois aussi préoccupantes, voire plus préoccupantes, mais le plus important, c'est de retenir que dans les deux mondes, il y a des acteurs économiques qui parfois ont des intérêts à ce que certains risques restent le plus longtemps invisibles. Et c'est le cas dans les deux contextes. Et cette invisibilisation passe aussi par des mécanismes parfois moins volontaires. Il y a par exemple, il y a aussi le fait que la science n'arrive pas à documenter tous les effets de la même façon et que le lien de causalité qui est exigé pour prouver qu'il y a un effet direct entre une molécule de pesticide ou l'exposition aux poussières de bauxite et leurs composés et un effet spécifique, par exemple un cancer, par exemple, sont des liens difficiles à prouver parce que ce sont des maladies qui sont a priori des maladies multifactorielles. Il y a toute une politique, ou en tout cas tout un mécanisme de sous-documentation des expositions chimiques et, euh, et de leurs effets sanitaires, ce que Emmanuel Henry, Soraya Boudia et d'autres chercheurs français appellent the undone science, donc la science non faite. Et cela concerne particulièrement les effets les plus préoccupants pour les travailleurs dans les deux domaines. Et ce phénomène n'est pas nouveau et a été déjà documenté. Ce qui concerne les expositions chimiques au travail, c'est déjà connu. Ce que nous, on relève ici pour nos deux travaux, c'est qu'il affecte de façon disproportionnée les travailleurs, les plus précarisés notamment, donc notamment les femmes, les travailleurs saisonniers en agriculture, les intérimaires immigrants dans l'industrie de la bauxite. Et donc, le point important ici, c'est de dire qu'il y a certes une documentation des études en sciences sociales qui montre qu'il y a une production d'ignorance sur les expositions et qu'il y a une sous-documentation des effets. Mais quand on regarde les effets documentés, les populations qui sont incluses dans ces études, on remarque que tous les travailleurs ne font pas objet des études de la même façon et qu'il y a aussi au sein même des travailleurs une inégalité qui se joue et qui est que dans les études sur la santé, on voit beaucoup moins, et on pourra revenir là-dessus dans la discussion, et je pourrais vous donner des exemples plus précis, là j'essaie d'aller vite, on voit beaucoup moins les travailleurs intérimaires, saisonniers, notamment migrants, et leurs conditions de vie et de travail spécifiques documentées dans ces études en santé au travail, par exemple. Donc, la production d'ignorance n'impacte pas tout le monde de la même façon.
Et en fait, ce qui est aussi important, c'est que ce soit dans l'industrie de la bauxite ou dans les usages agricoles des pesticides, les ouvriers que nous, on a rencontrés sur nos terrains nous rapportent des effets immédiats du travail, de l'exposition, notamment des toux, l'essoufflement, l'irritation cutanée, l'irritation oculaire, les troubles respiratoires, qui renvoient en fait à des effets immédiats de ces produits-là, de ces expositions-là. Mais leur reconnaissance institutionnelle varie fortement en fait, et les effets aigus liés aux pesticides sont officiellement reconnus, par exemple, contrairement aux effets aigus liés à la bauxite, qui sont souvent invisibilisés, jugés, jusque dans les dispositifs de santé au travail. Et dans les deux cas, la responsabilité est systématiquement renvoyée à l'individu, donc au travailleur, par l'invocation du non-port des équipements de protection individuelle. Donc, il y a une responsabilisation qui repose dans les deux contextes sur le fait que ça revient au travailleur d'utiliser correctement les équipements qu'il faut pour pouvoir se protéger en partant du principe, comme disait Maudit tout à l'heure, que ces équipements sont efficaces. En agriculture, leur inefficacité est déjà largement démontrée. Et ce qui est de l'industrie de la bauxite, les ouvriers rencontrés par Maudit ont pu lui montrer comment les poussières traversent les masques, par exemple, et font qu'ils continuent à tousser ou qu'ils crachent de la salive rouge alors qu'ils ont porté le masque toute la journée. Donc, il y a quand même des signes et des preuves expérientielles ou scientifiques qui démontrent que ces équipements ne sont pas si efficaces que ça. Mais leur simple existence dans le système de prévention des risques fait que l'ouvrier est considéré comme protégé a priori et donc une fois que les effets sanitaires se présentent, il n'a pas institutionnellement des repères pour pouvoir porter ces effets comme étant liés à l'activité professionnelle. Et un autre mécanisme d'invisibilisation est l'absence dans les deux contextes de relais professionnels. Et là aussi, ça pèse beaucoup plus sur les saisonniers et les ouvriers intérimaires pour traiter de l'exposition de ces salariés-là en général, hein. Les salariés sont ont beaucoup moins de relais, mais aussi les plus précarisés qui sont beaucoup plus touchés. Et plusieurs mécanismes contribuent à cela. Je vais en évoquer juste un. Le premier est l'organisation du travail. Dans un contexte où la main-d'œuvre est fortement externalisée, le salariat est externalisé, donc dans l'industrie de la bauxite, on fait appel à des agences d'intérim qui recrutent la main-d'œuvre dont ils sont responsables et les font travailler dans des industries qui ne sont pas les leurs. Et ils sont intérimaires, donc au sein de l'industrie, ils vont travailler, mais ils ne sont pas employés par l'industrie. Pareil en agriculture, il y a beaucoup de recours à la main-d'œuvre détachée ou à la main-d'œuvre plus observée sur mes terrains où ce sont des ouvriers migrants d'origine d'Europe de l'Est, donc Roumanie, Bulgarie, mais aussi des ouvriers d'origine euh, comment ça, espagnole ou italienne, portugaise aussi. Euh, et donc, ces ouvriers et parfois des ouvriers d'origine marocaine, mais que j'ai beaucoup moins rencontrés sur mon terrain, mais qui sont présents, bien sûr, dans ces activités-là. Et en fait, ce sont des personnes recrutées par des agences qu'on appelle des agences prestataires de services qui fournissent en main-d'œuvre les exploitations. Donc, dans les deux cas, on est dans un contexte d'externalisation croissante de la main-d'œuvre. Et dans un tel contexte, les ouvriers interviennent sur la même exploitation agricole ou au sein de la même usine de bauxite euh, et ne se croisent pas parce qu'ils sont affectés à des espaces de travail distincts selon l'employeur. Et ils ne croisent pas les ouvriers embauchés par l'usine. Donc, c'est un fractionnement des espaces de travail qui, pour nous, sociologues, a du sens parce que les titulaires et le saisonnier ou intérimaire ne peuvent pas se croiser, alors que ce sont les titulaires qui sont le plus informés des risques liés au travail, qui sont le plus informés des matériaux utilisés, des dispositifs et tout ça, et qui sont le plus affiliés aux syndicats et qui dirigent ces syndicats-là. Donc concrètement, que ce soit les ouvriers de la bauxite ou les saisonniers en agriculture, ils n'ont pas de représentation syndicale propre. Et à Gardanne, pour le cas de la bauxite, la CGT, par exemple, est le syndicat le plus actif
et qui est composé principalement de titulaires et se focalise sur les revendications des statuts stables. Les intérimaires et sous-traitants, souvent racisés, n'ont aucun relais. Les conditions leurs conditions, en fait, sont exclues des négociations collectives portées par la CGT. Les quelques manifestations observées ou connues à travers la presse locale portaient sur la défense de l'emploi, l'investissement de l'industriel dans la modernisation des infrastructures de production et pas du tout sur la santé des précaires. Et les délégués syndicaux que mon collègue Maudit a rencontrés ont clairement souligné qu'ils ne représentent pas les personnels extérieurs, donc les intérimaires et sous-traitants, et que ces derniers doivent faire remonter leurs préoccupations par leur employeur direct. Et donc, cette hiérarchie interne du salariat participe à ce que les plaintes des personnes les plus exposées dans l'industrie de la bauxite ne soient pas transformées en revendications. Et en Guinée, c'est pareil, les discours des industriels, les syndicats sont alignés sur les discours des industriels et de l'État aussi. Et donc, personne ne conteste, enfin, n'accepte, euh, comment dire, personne ne conteste l'innocuité proclamée des poussières rouges. Une spécificité du secteur agricole fait que cette absence de relais professionnel est encore plus prégnant car les exploitations sont majoritairement de petite taille, éparpillées sur l'étendue du territoire national avec des pratiques peu standardisées contrairement à ce que l'on voit en contexte industriel où c'est un lieu souvent commun où tous les travailleurs viennent y travailler, ce qui crée un cadre structurant et moins fragmenté. En agriculture, c'est particulièrement encore plus fragmenté. Et il n'existe par ailleurs pas de syndicat spécifique de salariés agricoles. Les syndicats agricoles en général sont gouvernés par le patronat, donc ce sont des patrons, des chefs d'exploitation qui gouvernent les syndicats agricoles. Et donc, dans les discussions portées par ces syndicats-là, ce ne sont pas les discussions des conditions de travail des salariés, ce sont plutôt les discussions qui intéressent les patrons sur comment trouver plus de main-d'œuvre et d'autres sujets qui les intéressent. Les patrons portent en particulier la problématique des troubles musculo-squelettiques, par exemple, parce que c'est une problématique qui agit directement sur la main-d'œuvre et sur l'efficacité du travail, parce qu'un employé à l'arrêt maladie, parce qu'il a mal, c'est directement le travail qui est impacté. Alors que les pesticides, leurs effets les plus graves se déploient dans le temps très très long, parfois des années, des décennies après l'exposition. Donc, les saisonniers migrants ne sont pas syndiqués non plus, comme en industrie, et même pour les permanents qui le sont, le risque chimique est considéré comme trop sensible pour être abordé lors des négociations collectives. Donc, les institutions, pour finir sur cette dernière partie, les institutions comme la MSA, la mutualité, donc la sécurité sociale des agriculteurs en France s'appelle la MSA, ils ont une sécurité sociale spécifique, ou les institutions comme l'inspection du travail, tout ça, on pourrait se dire qu'ils pourraient penser le risque lié à la santé des salariés, mais ce sont des institutions, comme je le disais, dirigées par les patrons. Et l'inspection du travail est la seule institution qui soit d'autorité étatique et qui pourrait penser le droit des travailleurs, mais elle aussi ne joue pas ce rôle parce qu'elle a peu de moyens d'une part, et d'autre part, le reste de moyens, elle concentre ça sur d'autres secteurs, entre guillemets, plus faciles à contrôler, et ne voudrait pas non plus, je cite, mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que ces agents que j'ai interviewés reconnaissent que l'équilibre de la viticulture est en partie fragile et repose surtout sur la précarisation de la main-d'œuvre. Donc, ils évitent d'intervenir dans ces setups, contrôler le respect des droits. Donc, que ce soit en agriculture ou en industrie de la bauxite, les mécanismes qui rendent invisibles les expositions des travailleurs ouvriers se recoupent bien sur bien des aspects et ont pour conséquence la sous-reconnaissance des conséquences sanitaires de l'exposition chimique et aux poussières, en empêchant le diagnostic des intoxications immédiates,
et des effets sanitaires à long terme dont les travailleurs, travailleuses enquêtés nous ont fait le récit. Et cette invisibilisation produit une double inégalité qui s'imbrique. D'une part, on a ce que Wilkinson et Piquet nomment une inégalité matérielle, puisque les ouvriers et les ouvrières les plus précarisés, racisés, saisonnières ou intérimaires, par exemple, en France ou et riverains en Guinée, sont ceux qui cumulent les attentes sanitaires tout en étant dépourvus de ressources pour y faire face, pour se mobiliser et pour dénoncer ces expressions. D'autre part, une inégalité symbolique, comme le nomme Honnête et Fraser, puisque leur souffrance réelles qu'ils vivent réellement sont massivement exprimées dans des conditions d'entretien, mais ne franchissent pas la barrière de l'espace public, qui leur sont quasi totalement fermées. Et je vais laisser donc en conclusion, les plus exposés sont les moins audibles dans le débat. Et ce paradoxe constitue l'un des mécanismes centraux par lesquels l'industrie de la bauxite et de l'alumine et celle des pesticides organisent en fait la distribution et la banalisation de certains risques et nuisances. Je laisse Maudit conclure assez rapidement, ça va être court. D'abord, est-ce qu'on a encore 2, 3 minutes pour conclure ou vous voulez qu'on passe directement aux discussions? Parce que je pense qu'on a Allez-y, déjà... prenez quelques phrases pour conclure au moins. Ouais, parce qu'on a déjà un peu explosé un peu le temps. Euh, pour conclure, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que nos deux recherches montrent que les expositions professionnelles aux pesticides sur les terrains d'adèse, comme aux poussières de bauxite et aux autres substances aussi associées à cette industrie de l'extraction, de la transformation, ne peuvent pas être euh, comprises comme de simples effets techniques du travail. Elles sont socialement organisées parce que ce sont les rapports de classe, de genre, de race et les statuts d'emploi, les conditions de vie qu'on a soulignées tout à l'heure, et les héritages coloniaux pour ce qui concerne aujourd'hui la chaîne de la bauxite entre la Guinée et la France, qui déterminent concrètement, en fait, qui est le plus exposé, à quelles nuisances, dans quelles conditions et avec quelles possibilités ou non de s'en protéger, de se protéger de ces nuisances, de ces expositions. Et nos enquêtes montrent que l'inégalité ou les inégalités d'exposition ne tiennent pas seulement à la distribution des expositions comme ça, mais aussi à la distribution de leur reconnaissance. C'est ce que montrait Nadège tout à l'heure. Les travailleurs, travailleuses, les ouvriers les plus exposés sont aussi bien souvent les moins audibles dans l'espace public. À Gardanne, ils sont complètement invisibles. Dans le cas des terrains de Nadège, on l'a vu aussi, ils n'ont pas voix au chapitre. Et souvent, les symptômes qui, dont ils nous ont parlé, en fait, sont minimisés, leurs attentes sont peu documentées, leurs conditions de travail et de vie restent en marge des dispositifs de prévention, on l'a vu, parce que d'autant plus que c'est pas reconnu, c'est pas discuté, ça arrive pas dans l'espace public, donc ça reste en marge des dispositifs de prévention de la production scientifique aussi, d'autant plus que ce n'est pas beaucoup étudié. Par exemple, moi, sur les travailleurs de la bauxite, quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait absolument rien du tout. Tous les travaux qui existaient se concentraient sur les mobilisations environnementales associatives qui portaient sur les pollutions environnementales, sur le stockage des bourreaux, sur le déversement des rejets en Méditerranée. Et donc, sur les terrains d'Anadèse, il y a des associations aussi aujourd'hui qui dénoncent beaucoup les conséquences des pesticides et autres. Il y a des travaux scientifiques qui portent sur ces mobilisations-là, mais sur les travailleurs réels et exposés, il y a très peu de choses. Euh, et donc, finalement, ces inégalités sont à la fois aussi matérielles et politiques, du fait qu'elles portent sur des corps, les corps ouvriers, les corps des travailleurs et travailleuses, mais aussi politique du fait qu'en fait, c'est des inégalités qui sont liées à la capacité à faire reconnaître à faire reconnaître ces attentes-là.
Et donc, finalement, nos résultats s'inscrivent pleinement dans la thématique quand même de santé et inégalité sociale du CREMIS, du fait qu'il montre que la santé au travail ne peut être dissociée des rapports sociaux qui produisent ces vulnérabilités qu'on a su montrer sur nos deux terrains, ni des conditions sociales aussi qui rendent certaines atteintes visibles et d'autres invisibles, comme disait Nadège tout à l'heure. Et il invite aussi à décloisonner les approches en pensant ensemble santé au travail, santé environnementale, conditions d'emploi, conditions de vie, qui parfois aujourd'hui sont étudiées séparément avec des angles d'approche complètement aussi différents. Et enfin, pour, pour finir sur ça, c'est que pour aller plus loin, parce que nos travaux de thèse, nos résultats ne- ont montré d'autres choses aussi, nous avons observé sur nos deux terrains des pratiques d'écologisation du travail en émergence et aujourd'hui on en parle beaucoup dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines, dans le but d'apporter des réponses aux expositions professionnelles et non professionnelles. Parce que ces deux sont généralement liés quand ça touche l'agriculture, les pesticides ou les industries polluantes. Et nos résultats sur cette écologisation rejoignent d'autres travaux qui montrent que les politiques environnementales ou les démarches de production durable qu'on voit ne font pas nécessairement disparaître ces expositions-là. C'est pas parce qu'on va vers l'écologisation du travail qu'on va faire disparaître les expositions. Parfois, ces processus d'écologisation peuvent aussi déplacer les expositions. Dans l'industrie de l'électronique, par exemple, le recyclage des déchets très toxiques, le recyclage des déchets en Europe euh, repose largement, par exemple, dans le démontage, qui repose largement dans le démontage, souvent des navires ou d'autres matériels électriques, se fait en Asie, par exemple, ou en Afrique aussi. On a le cas du Ghana, on a le cas aussi de d'autres pays africains. Et souvent, c'est avec des composants très toxiques euh, qui concernent des ouvriers ou des travailleurs des déchets qui ne sont pas du tout protégés et qui ne font l'objet d'aucune prévention par rapport à ça. Et dans l'industrie textile, pareil, aujourd'hui, on voit beaucoup de certifications environnementales, de durabilité, de respect des normes, comme les certificats ISO et autres, qui sont souvent valorisés sur sur les marchés plutôt occidentaux, mais pas que, mais qui derrière invisibilisent euh, l'exposition des ouvrières aux teintures et aux solvants dans les ateliers du Sud global. Et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui le montrent. Autrement dit, l'écologisation ne protège pas forcément les ouvriers, ni de la même façon si ça protège. Et dans plusieurs secteurs, euh, comme nous l'avons montré dans nos deux thèses, hein, cette écologisation ne fait que reconfigurer les inégalités en fait. Euh, en faisant reposer parfois le travail le plus polluant, le plus dangereux sur d'autres euh, fractions d'ouvriers ou en déplaçant ça sur d'autres territoires. Par exemple, je donne un exemple. L'écologisation du procédé Bayer à Gardanne a fait qu'en fait, aujourd'hui, la partie la plus polluante de l'usine a été fermée et l'objectif, c'est de la délocaliser dans un futur proche en Guinée auprès des mines. Et pour certaines associations qui militaient quand même, des associations écologistes ou des riverains, ils ont crié très vite victoire, mais sans dire que cette écologisation ou cette contestation des pollutions en France a eu comme conséquence de les délocaliser en Guinée et exposer davantage des communautés, des populations déjà éprouvées par l'extraction minière et toutes les conséquences associées. Et c'est pour ça que nous, on pense que il faut davantage penser cette écologisation non pas seulement comme un enjeu environnemental, euh, non seulement comme un enjeu environnemental, mais aussi comme un enjeu de santé au travail et d'inégalité pour ne pas tomber dans le piège que c'est écologisé, donc on a résolu les problèmes d'exposition et les inégalités que ça peut avoir sur les travailleurs.
Merci beaucoup pour votre écoute et nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous.